Please welcome Madame Nina Simone. Nina Simone, génie de la musique du XXe siècle, aurait pu être la première concertiste noire. Mais un coup du sort l'oriente vers le show business. Elle est à la fois pianiste, compositrice et chanteuse. Victime de la ségrégation dans son enfance, elle se lance à corps perdu dans la lutte pour les droits civiques. C'est l'histoire de cette artiste dont la clé donne le ton de la révolution américaine pour les droits des Noirs que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Nina Simone, variation sur le thème de la révolution. Épisode 1, Young, Gifted and Black. Nous sommes en Caroline du Nord, dans la ville de Tryon, en 1945. Eunice Waymon a 12 ans. Elle ne s'appelle pas encore Nina Simone, mais tout le comté sait déjà qu'elle est un petit prodige de la musique classique. Elle joue du piano. Elle va donner son premier récital dans une bibliothèque où il n'y a que des Blancs. Dans le sud des États-Unis, à cette date, il y a toujours la ségrégation. Les Noirs et les Blancs vivent séparés. Mais si Eunice se produit devant une assemblée de Blancs, c'est précisément parce que ses 2 protectrices, la patronne de sa mère et sa professeure de piano, Madame Mazanovitch, ont créé un fonds en son nom. Leur but est de récolter de l'argent pour lui permettre d'entreprendre des études supérieures de musique et de faire d'elle la première concertiste de musique classique noire. La petite Eunice s'assoit à son piano et regarde les spectateurs. Elle aperçoit ses parents au fond de la salle, debout, derrière tous les Blancs qui sont venus l'écouter. Eunice se crispe. Elle ne jouera pas si ses parents ne sont pas au premier rang. Madame Mazanovitch fait le nécessaire pour apaiser sa protégée. Eunice commence à jouer, mais la colère lui brûle encore les entrailles. Elle vient d'expérimenter le racisme et a trouvé le moyen d'y résister. Pour cette fois. Le 18 décembre 1865, une loi abolit l'esclavage aux États-Unis. Cette décision est la conséquence de la guerre de sécession qui a déchiré le pays pendant plus de 4 ans. Mais cette loi n'institue pas l'égalité entre les Blancs et les Noirs pour autant. C'est la ségrégation qui commence dans les États du Sud. Les Noirs subissent des discriminations. Ils sont exclus de certains lieux publics. Il y a des restaurants interdits aux Noirs, par exemple, ou des toilettes réservées aux Blancs, et il est impossible pour les Noirs et les Blancs de s'asseoir les uns à côté des autres dans les bus. Dans les États sudistes, ceux qui sont historiquement favorables à l'esclavage, la vie des Noirs s'organise à l'écart de celle des Blancs. Ils sont ghettoisés et cantonnés à des métiers difficiles d'ouvriers ou de domestiques. Au fil des décennies, une petite classe moyenne noire émerge malgré tout. Les parents de celle qu'on appellera plus tard Nina Simone, John Waymon et sa femme Mary, en font partie. Dans les années 1920, John gère un petit commerce. C'est un passionné de musique qui siffle en permanence. Mary, quant à elle, est très investie dans la communauté religieuse. Elle devient même prédicatrice à l'église méthodiste du quartier. Ce n'est pas l'opulence, mais la famille Waymon n'est pas malheureuse. Du moins, tant que rien ne vient fragiliser leur situation. Le krach boursier de 1929 jette une bonne partie de l'Amérique dans la misère. John tombe malade et ne parvient plus à subvenir aux besoins de sa femme et de ses 8 enfants. Mary accepte un emploi de femme de ménage chez des Blancs et la famille s'installe dans l'un des quartiers les plus misérables de Tryon. Malgré l'adversité, le dimanche reste un jour heureux. Mary va à l'église et emmène avec elle l'une de ses petites dernières, Eunice, née en 1933. Dès l'âge de 3 ou 4 ans, Eunice commence à laisser courir ses doigts sur les touches du piano de l'église.
Là où la majorité des enfants ne ferait que des sons épouvantables, Eunice enchaîne les notes harmonieuses et reproduit vite des mélodies. À l'évidence, cette petite a un don. Dès l'âge de 5 ans, c'est elle qui joue à l'église pendant que sa mère prêche. Pour elle, ces moments ressemblent à des transes extatiques. Mais elle ne sait pas encore que ses aptitudes pour le piano vont changer sa vie. Alors qu'elle a 7 ans, elle accompagne le chœur de son église lors d'un concert. Ce jour-là, dans la salle, parmi le public noir, il y a 2 femmes blanches. Madame Miller, la patronne de Mary Waymon, chez qui elle fait le ménage, et son amie, Madame Mazanovich. À la fin du concert, les 2 femmes vont voir Mary. Elles la convainquent de laisser Eunice prendre des cours avec Madame Mazanovich. Alors que la lointaine Seconde Guerre mondiale se termine, Eunice apprend à franchir une frontière symbolique chaque samedi. À Tryon, il y a une ligne de chemin de fer qui sépare la ville noire de la ville blanche. Eunice est terrifiée quand elle traverse les rails, comme si elle craignait d'enfreindre un interdit. À cette époque, dans les États sudistes, le Ku Klux Klan, une société de terroristes suprémacistes blancs, se permet de faire des descentes dans les quartiers noirs pour frapper les hommes et violer les femmes. Et souvent, trop souvent, des Noirs sont lynchés au prétexte qu'ils se sont mal conduits. Près de 4000 lynchages ont déjà eu lieu aux États-Unis depuis l'abolition de l'esclavage, au moment où Eunice commence ses cours de piano. Il faut savoir que la justice ne condamne jamais les assassins. Quand on est noir, on est donc vulnérable et une cible d'exaction. Et la seule façon de vivre avec est de se faire discret. C'est comme ça qu'Eunice a été élevée. Et c'est aussi pour ça que franchir ces rails chaque samedi est si difficile. Pourtant, Eunice est bien obligée de constater que Madame Mazanovich n'est que douceur et bienveillance avec elle. Elle finit même par l'appeler « My White Mama », ma mère blanche. C'est Madame Mazanovich qui lui fait caresser le rêve de devenir la première concertiste noire. Eunice est si douée. Elle est capable de faire du piano 7 heures par jour avec une facilité déconcertante. Bach, Chopin, Brahms, Beethoven, Schubert. La petite fille est bouleversée par la beauté de la musique classique que ses doigts reproduisent avec une virtuosité croissante sur le clavier. Eunice a maintenant 12 ans. Ça fait 5 ans qu'elle étudie avec Madame Mazanovich. Celle-ci considère qu'elle n'a plus rien à apporter à son élève surdoué qui l'a déjà dépassée. Elle décide donc de créer un fonds et de donner des récitals pour financer ses futures études. C'est à cette occasion que Eunice découvre la violence de la ségrégation quand on demande à ses parents de se mettre au fond de la salle pour écouter le récital de leur propre fille. Révulsée, Eunice exige que ses parents soient placés au premier rang. Sinon, elle ne jouera pas. Cette fois, on exauce son souhait. Eunice est ensuite inscrite dans un pensionnat privé pour filles noires où elle finit ses études secondaires en 1950 après avoir sauté 2 classes. Rendez-vous compte, dans les États-Unis si racistes du milieu du XXe siècle, Eunice suit un cursus dans une école privée qui lui permet de sortir du lot et d'échapper à la misère. Son talent et son travail acharné lui permettent d'intégrer la prestigieuse Juilliard School of Music de New York. C'est un conservatoire privé. Pour y entrer, Eunice a passé un concours et paye ses frais de scolarité grâce au fonds Eunice Waymon. Son année à la Juilliard doit lui permettre de réussir le concours ultra prisé et très difficile au Curtis Institute of Music, la meilleure école de musique du pays installée à Philadelphie. Certains du talent de leur fille, les Waymon s'installent eux-mêmes là-bas. Et Eunice passe enfin l'audition qu'elle attend depuis des années. Et le verdict tombe. Elle a échoué. Toute sa vie, Nina Simone estimera qu'elle avait le niveau pour entrer à la Curtis et qu'elle a été victime de racisme. Cette hypothèse est bien sûr crédible, mais en tant qu'historienne, je suis obligée de nuancer son ressenti pour 2 raisons. D'une part, dans le nord du pays, il n'y a pas de ségrégation officielle. Ça ne veut pas dire que les Noirs sont les égaux des Blancs, loin de là, mais le racisme est plus diffus que dans le sud. Et d'autre part, 2 ans avant que Nina Simone passe son audition, le musicien Alfred Brown, un virtuose du violon, a intégré la Curtis sans problème. Et il n'était pas le premier. En 1946, la chanteuse noire Louise Parker y est aussi entrée. Eunice a peut-être seulement raté le concours parce qu'il n'y avait que 3 places pour 72 candidats, et tous étaient virtuoses.
D'ailleurs, bien plus tard, la Curtis se défendra des accusations de racisme à l'encontre de Nina Simone. Mais le fait est qu'elle vit cet échec comme une injustice. Quoi qu'il en soit, son ego en prend un coup, mais elle prend tout de même des cours particuliers avec un professeur de la Curtis. Et ça coûte cher. Sa famille est sur la paille, et Eunice doit trouver un moyen rapide de gagner de l'argent. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer du piano. Bien sûr, elle se met elle-même à donner des cours à des enfants de riches familles et fait des récitals, mais ce n'est pas à 1,30$ la place qu'elle va gagner de l'argent. Elle a 21 ans en 1954 quand elle franchit les portes du Midtown Bar and Grill à Atlantic City, la petite Las Vegas de la côte Est. Pour passer l'audition de pianiste de bar, elle a mis une robe de soirée, comme si elle allait donner un récital de musique classique. Elle a un tel talent qu'elle est immédiatement embauchée. Mais dès le 2e soir, son patron exige qu'elle chante, sinon elle sera renvoyée. Alors pour la première fois, Eunice approche son visage du micro et place sa voix sur ses notes de piano. Une voix de contralto dans un corps de jeune femme, tantôt rocailleuse et tantôt veloutée. Eunice a honte de se produire dans un bar. Sa mère si pieuse ne lui pardonnerait jamais. Alors, elle s'invente un nom de scène. Nina Simone. Nina, c'est pour Niña, petite fille en espagnol, c'est comme ça que l'appelle son petit ami. Et Simone, c'est un hommage à Simone Signoret, sublime actrice française qu'elle vient de voir dans le film Casque d'or. Chaque soir, pendant que les gens dînent, Nina Simone interprète des morceaux de jazz ou de blues. On n'écoute pas du Bach quand on mange dans un grill. Pendant que Nina chante, laissez-moi vous parler de la musique aux États-Unis. Les Noirs ont beaucoup influencé la musique américaine. Tout commence dans les champs de coton au XVIIIe siècle avec les work songs, des chansons a cappella interprétées pendant la cueillette. Ces work songs évoluent ensuite au XIXe siècle vers des chants plus spirituels comme le gospel et le blues. Si le gospel est associé aux offices religieux dans les églises, le blues permet l'expression de sentiments plus personnels comme l'amour. Il faut attendre l'aube du XXe siècle pour que le jazz apparaisse à la Nouvelle-Orléans. C'est alors un style musical propre à la communauté noire de cette ville où se croisent des descendants d'esclaves et des créoles. C'est là que Louis Armstrong ou encore le clarinettiste Sidney Bechet font leur début. Et cependant, l'original Dixieland Jazz Band, le premier groupe à enregistrer un album de jazz en 1917, c'est un groupe blanc. Ce groupe participe néanmoins à l'exportation du jazz vers les États du Nord. Mais pendant longtemps, les plus grands jazzmen resteront des Noirs. Bon, moi je suis là en train de vous parler de musique et le temps file, et avec tout ça, il est déjà 7h du matin. Nina Simone vient de finir son set au Midtown. De plus en plus de gens remarquent son talent. On lui fait des propositions. Elle se produit dans des piano-bars. D'ailleurs, il y a une chanson qui fait trembler tout le monde quand elle l'interprète. C'est Loves You Porgy. Une chanson écrite pour Broadway dans les années 1930, avec des influences mêlées d'opéra et de jazz. Du sur-mesure pour elle. I love you, Porgy. Thank you. Don't let him take me. Don't let them handle me and drive me mad. Enfin, en 1959, le label de jazz Bethlehem Records lui signe un premier contrat pour un album, Little Blue Girl, où elle interprète des morceaux de jazz. Jet Magazine, le journal de la communauté noire, salue ce premier opus. Porgy est même classé dans les charts. Yes, I love you, Porgy. C'est alors qu'elle est en pleine ascension que Nina rencontre Andy Stroud, un policier au fort caractère qui est venu assister à l'un de ses concerts.
Cet homme va changer sa vie. There's a light, certain kind of light, it's never shone on me. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Nina Simone, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. There's a way. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier podcast de ce récit consacré à Nina Simone, la petite Eunice Waymon s'est distinguée dès l'enfance par son talent pour le piano. Ses bienfaitrices blanches dans les États-Unis des années 1940 où sévit encore la ségrégation lui permettent de faire des études pour devenir la première concertiste noire. Mais l'échec de Eunice au prestigieux Institut Curtis la pousse à se produire dans des bars. C'est là qu'elle s'invente un pseudonyme, Nina Simone. Épisode 2. Combats et démons. Nous sommes dans les années 1950 à New York. La rencontre de Nina Simone avec Andrew Stroud, surnommé Andy, est un coup de foudre. Andy est policier à New York. C'est un homme charismatique qui sait se faire respecter. À ses côtés, Nina Simone a le sentiment qu'elle ne sera plus jamais seule, qu'elle aura un allié pour l'accompagner dans sa carrière. Et effectivement, Andy s'avérera un excellent manager. Le couple se marie vite, achète une grande maison et Nina accouche de sa fille, Lisa. Cet enfant est son bonheur. Dans l'intervalle, Andy a démissionné de la police pour devenir le manager de sa femme. Il monte une petite entreprise avec un attaché de presse et un photographe. Andy a le sens des affaires. Il fait décoller la carrière de Nina Simone. À la maison, il lui fait écrire son rêve sur un tableau noir. Devenir une femme noire pleine aux as. Ensemble, ils vont atteindre cet objectif. Grâce au succès de Loves You Porgy, Nina Simone est invitée partout. En 1959, le sulfureux Hugh Hefner l'a fait venir dans son émission de télévision intitulée Playboy's Penthouse. Là, il faut qu'on s'arrête 2 minutes pour que je vous parle de Hugh Hefner. Si vous avez moins de 16 ans, faites une petite avance rapide. Hugh Hefner est un journaliste et homme d'affaires américain qui a fondé le célèbre magazine Playboy en 1953. L'Amérique sort à peine de la prohibition et on est en plein dans la naissance de la sexologie moderne avec les recherches des médecins Kinsey, Masters et Johnson. Les Américains rêvent de liberté sexuelle et Hefner surfe sur ce désir en créant un magazine qui promeut le libertinage. Il est même le premier à mettre en scène dans ses magazines des relations sexuelles interraciales avec des Noirs et des Blancs. À l'époque, c'est ultra choquant. Et oui, aujourd'hui on lui reproche beaucoup de choses, et à raison, mais dans les années 1950, il est vraiment à la pointe de la modernité et d'une certaine forme d'égalité dans l'accès au plaisir. Fin de la parenthèse, les Bunny Girls vont se rhabiller, et Nina Simone interprète Porgy sur un piano à queue, au milieu des playmates en robe de soirée, sous le regard charmeur de Hefner. La suite ressemble à la spirale vertigineuse du succès. Les concerts s'enchaînent dans les salles prestigieuses et le caractère de diva de l'artiste s'accentue. Si quelqu'un parle dans la salle pendant qu'elle joue, elle s'interrompt et demande le silence. Si les spectateurs continuent à bavasser, elle se lève et quitte la scène. Nina Simone est une chanteuse de variété qui aspire aux usages du classique. C'est d'ailleurs ce qui lui donne son identité unique. En 1961, elle se produit au Madison Square Garden, l'une des plus grandes salles de Manhattan. Mais il y a une autre salle qui la fait rêver. Une salle qu'elle a déjà partagée avec d'autres artistes, mais où cette fois, elle voudrait se produire seule, comme une concertiste. C'est le Carnegie Hall, une salle de concert new-yorkaise de 2800 places tout près de Central Park où se donnent de nombreux concerts de musique classique.
Aucun producteur ne croit que Nina Simone pourrait remplir cette immense salle à elle seule, mais Andy, lui, il y croit. Alors en 1963, il finance entièrement le concert et c'est un succès. It would feel to be free. I wish I could break all chains holding me. Nina est de plus en plus riche, de plus en plus célèbre et de plus en plus fatiguée. Son caractère devient instable. Elle pique parfois des colères épouvantables. En une fraction de seconde, le génie peut devenir extrêmement agressif. Ses rapports avec Andy deviennent violents. Il est convaincu que sa femme a besoin d'être battue pour continuer à travailler. Elle l'écrit même dans ses journaux intimes de l'époque. Il brûle une colère au fond d'elle que rien n'apaise. On apprendra plus tard qu'elle souffre alors de troubles bipolaires. La diva trouve un débouché à cette fureur dans la lutte pour les droits civiques. Il faut que je vous parle des mouvements pour les droits des Noirs pendant que Nina Simone assiste à un congrès pour l'égalité raciale. Elle en fréquente de plus en plus souvent. Après l'abolition de l'esclavage, les Noirs sont devenus des Américains de seconde zone. La lutte est longue pour instaurer l'égalité. En 1954, la Cour suprême a déclaré la ségrégation dans les écoles anticonstitutionnelles. En 1955, Rosa Parks a refusé de se lever dans un bus de Montgomery en Alabama, ce qui a déclenché un vaste mouvement de boycott des bus de la ville porté par la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People. Cette association a pour but de combattre pour les droits des Noirs par les voies légales. À son sommet, on trouve beaucoup d'intellectuels noirs. À Washington, toute la nuit, des autocars, des voitures, des avions, des trains spéciaux ont commencé à déverser des milliers de marcheurs qui campent partout en attendant l'heure du rendez-vous. Ils sont déjà plus de 50 000, estiment les leaders, ce qui leur a fait dire tout à l'heure, à l'issue d'une ultime réunion, l'objectif est atteint avant que la marche ait eu lieu. Je suis près du mémorial Lincoln et je vous appelle d'une cabine téléphonique installée là. Je vois arriver encore depuis un moment le flot continu des marcheurs. Les marcheurs ont mis à peu près une demi-heure pour parcourir la distance qui sépare les deux monuments. Celui de Washington, un obélisque, c'était le point de départ, et celui de Lincoln, c'est le lieu d'arrivée, c'est un temple néo-grec. Depuis l'affaire Rosa Parks, les marches des Noirs pour leurs droits se multiplient, ainsi que les luttes non violentes dont le chantre est le docteur en théologie Martin Luther King. Permettez-moi tout d'abord de vous dire à quel point je suis ravi d'être une fois de plus dans cette grande ville et dans ce grand pays, et de pouvoir ce soir avec vous partager cette soirée. Aujourd'hui, en cette deuxième moitié du XXe siècle, le citoyen du monde, pour relever le gant, doit abattre le mur de l'hostilité et de la division afin de créer un climat dans lequel les hommes puissent vivre en frères. Cette immense expérience est aujourd'hui tentée avec succès aux États-Unis, car ce pays est à la fois béni et mis au défi par la présence sur son sol de tous les groupes ethniques et raciaux imaginables. L'histoire a conduit dans ce pays des hommes animés des aspirations les plus élevées, cherchant la liberté politique et religieuse, mais aussi des hommes menés par une énorme avidité qui voulait dépouiller le pays de ses ressources naturelles et qui, pour ce faire, ont tenté de détruire et d'exploiter d'autres hommes afin d'atteindre leurs buts égoïstes. Martin Luther King est une figure de proue du combat pour l'obtention des droits civiques. Il milite pour des actions spectaculaires et pacifiques comme les marches et les sittings. L'année où Nina Simone se produit au Carnegie Hall, il fait l'un des plus beaux discours du XXe siècle. I have a dream. Je ne résiste pas à l'envie de vous en faire écouter quelques phrases, juste pour que vous preniez la mesure de la puissance de ces mots. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. La puissance de ces mots me bouleverse, et je suis certaine que vous aussi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils abolissent la notion de race, et ce faisant, ils posent les bases d'une saine égalité.
Mais Nina Simone, sans doute poussée par sa maladie dans cette voie, préfère les discours des militants qui prônent la violence. Un jour, elle se plante même devant Martin Luther King et lui assène comme on donne une gifle qu'elle n'est pas non-violente. Le pasteur se contente de lui sourire et de lui répondre calmement qu'elle en a le droit. Après cet échange, ils deviendront même amis. Nina Simone est beaucoup plus proche de Malcolm X, le porte-parole du mouvement Nation of Islam. Il s'agit d'une organisation nationaliste et suprémaciste noire. Elle s'appuie sur la religion musulmane, bien qu'elle reste éloignée de l'islam orthodoxe comme il est pratiqué dans le monde arabe. Sa vision religieuse est très manichéenne. Les Noirs doivent être musulmans parce que le christianisme est une religion de blancs, blancs perçus comme une race inférieure aux Noirs. En 1964, Malcolm X quitte Nation of Islam. Il considère que cette organisation est raciste, et pour cause, elle ne veut pas la fin de la ségrégation, de peur que les Noirs ne se diluent dans le monde des Blancs. Malcolm X condamne donc le racisme selon la vision de Nation of Islam, mais il est loin de soutenir la non-violence qui favoriserait selon lui la soumission des Noirs. Nina Simone est très influencée par les mouvements les plus radicaux et violents tels que Nation of Islam. Dans les interviews qu'elle donne pour défendre les droits civiques, elle proclame la supériorité des Noirs sur les Blancs et cautionne tous les types de violences. Elle est aussi favorable à la création d'un État noir séparé de celui des Blancs. Andy Stroud est très préoccupé par les propos de sa femme. Sa radicalité risque de nuire à sa carrière. Chanter To Be Young, Gifted and Black pour les 300 Noirs de l'Université du Massachusetts est une chose. Enregistrer la chanson Mississippi Goddam en est une autre. En 1963, 4 jeunes filles noires meurent dans l'attentat perpétré dans une église par le Ku Klux Klan dans un quartier noir. 4 women, 4 Negro women. 4 Negro women, each one has a different color. Each one has a different grade of hair. Now you can't see my hair tonight, it's all tied up, but one of the women's hair is like mine. Each one has a different background. À la même époque, l'activiste noir Medgar Evers est assassiné par des suprémacistes blancs dans l'état très raciste du Mississippi. Ces meurtres abominables mettent la communauté noire en émoi. And Sarah, my skin is black. My arms are long. My hair is woolly. And my back is strong. Strong enough to take all the pain that's been inflicted again. Nina Simone utilise la colère qu'elle ressent comme moteur créatif. Elle écrit Mississippi Goddam pour exprimer sa rage. Elle la chante avec une telle fougue qu'elle s'en abîme la voix. For the blacks in the United States, the blacks in Paris, all over the world, we're going to do Mississippi Goddam. Si la chanson fait sens et qu'elle dénonce les horreurs des lynchages, elle n'est pas dans l'esprit du show business de l'époque. Goddam est un juron blasphématoire qu'on pourrait traduire par satané. Satané Mississippi, donc. Ce langage n'est pas toléré sur les ondes dans les années 1960. Les radios renvoient donc le disque brisé dans les bureaux de Nina Simone. Alabama's got me so upset, and the whole damn world's made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Plus Nina Simone se radicalise, plus ses concerts deviennent des événements politiques qui prônent le terrorisme et plus les médias l'ostracisent. À la fin des années 1960, elle n'est presque plus invitée nulle part. Elle a du mal à trouver des salles de concert et elle regarde avec envie les nouvelles étoiles noires comme Aretha Franklin crever les écrans de télévision. Cette rage qu'elle éprouve dissimule une fatigue immense et un mal-être incontrôlable. En 1970, à bout de souffle, Nina Simone part seule à la Barbade, puis elle s'exile au Libéria un peu plus tard. Elle ne travaille plus, vit en maillot de bain et fait la fête. Pour elle, le Libéria est la terre promise des Noirs. Ce pays a été fondé au XIXe siècle par les Américains pour y refouler des esclaves libérés.
Sous couvert de sociétés philanthropiques et de statuts indépendants, le Libéria répond à une logique coloniale. Et les freemen, les Noirs américains qui font office de colons, exploitent les Noirs locaux comme des esclaves. Ça aboutira à des troubles politiques qui déchireront le pays pendant tout le XXe siècle. Le Libéria n'est donc pas le paradis des Noirs que veut y voir Nina Simone en pleine décompensation après 20 ans d'une carrière qui l'ont épuisée. Elle fait cependant venir sa fille au Libéria, mais elle lui inflige des maltraitances terribles, à tel point que Lisa demande à vivre avec son père à New York. Nina Simone n'a plus rien. Elle est seule et elle est ruinée. Elle doit à nouveau travailler. Elle s'installe d'abord en Suisse, où elle remonte sur scène au Festival de jazz de Montreux en 1976. Pour cette occasion, l'artiste âgée de 43 ans porte une robe noire. Elle a l'air austère, presque méprisante envers le public, et puis ses doigts courent sur le piano. Et la magie opère, comme avant. Hello. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters above you have grown, and accepted that soon you'll be drenched to the bone. Après la Suisse, Nina Simone pose ses valises à Paris dans un petit appartement minable. Elle se produit pour $300 par soir dans les petits clubs de jazz, mais le public n'est pas au rendez-vous. Nina Simone est passée de mode. Nous sommes dans les années 1980. Le monde est joyeux, la fureur de la lutte pour les droits civiques est passée. Les Noirs américains ont maintenant les mêmes droits que les Blancs depuis longtemps. Un ami hollandais décide alors de prendre soin de Nina Simone. Il l'emmène se reposer aux Pays-Bas et lui fait passer une série de tests psychologiques. Les psychiatres posent enfin un nom sur ses sautes d'humeur et la violence qui la ronge de l'intérieur. Nina Simone est bipolaire et maniaco-dépressive. Sa maladie se caractérise par une alternance vertigineuse d'euphorie et de tristesse intense. Mise au courant, Lisa, sa fille, lui pardonne enfin sa violence. La diva est mise sous antipsychotiques et sa carrière est reprise en main par les amis qui la font soigner. Les médicaments stabilisent l'humeur de Nina Simone, mais il y a un prix à payer. Au fil des ans, sa puissance vocale va se réduire et ses mains vont perdre de leur agilité. Et pourtant, Nina Simone saisit sa chance. Sa carrière repart dans les années 1990. Elle devient une diva apaisée, à la voix nonchalante et chaude. I put a spell on you. Because you're mine, yes, you're mine. Don't like the things you En 2003, vient une nouvelle consécration. L'Institut Curtis, dont elle avait raté le concours d'entrée 50 ans plus tôt, concours qui lui aurait permis de devenir la première concertiste noire, lui accorde un diplôme honoris causa. Elle meurt 2 jours plus tard, après la réparation de ce qu'elle considérait comme l'injustice originelle qui a déterminé sa vie. can't stand it 'cause you put me down, yeah, yeah. So put a spell on you. Because you're mine. C'est la fin de ce récit consacré à Nina Simone. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio, et si je suis seule comme elle à la voix et que mon clavier est celui d'un ordinateur et non d'un piano, derrière moi, comme derrière elle, il y a une équipe sans qui ce podcast n'existerait pas. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Florine Sylvan. Je vous dis à bientôt sur votre plateforme d'écoute préférée.